Masterclass Arnaud Desplechin aujourd'hui. La fabrique de l'œuvre du réalisateur Arnaud Desplechin. Depuis La Sentinelle en 92, il a réalisé 8 longs métrages de fiction et un documentaire. L'Aimé, 8 en 25 ans, c'est si raisonnable qu'on peut peut-être les citer tous. Comment je me suis disputée, ma vie sexuelle, en 96. La romanesque Esther Kahn en 2000. Léo, en jouant dans La Compagnie des Hommes, c'était en 2003. Roi et Reine en 2004. Et 4 ans plus tard, Un conte de Noël. On continue avec Jimmy P en 2013 et César du meilleur réalisateur avec 3 souvenirs de ma jeunesse. C'était il y a 2 ans. Et enfin, ce printemps, le film ouverture de la 70e édition du Festival de Cannes, Les fantômes d'Ismaël. On y retrouve l'acteur que vous avez inventé, ça c'est lui qui le dit, Mathieu Amalric. Et comme toujours, les plus belles actrices du cinéma français sont dans vos films. Ici, ce sera Charlotte Gainsbourg avec Marion Cotillard, après la fétiche Emmanuelle DeVos, l'éternelle Catherine Deneuve et les fidèles Marianne Denicourt et Chiara Mastroianni. Ces personnages s'appellent Paul, Henri, Ismaël, Esther, Nora. Ils sautent de film en film comme une réinterprétation permanente. Mais comment fait-il ? On se refait le film ensemble avec vous, en public, du studio 106 de la Maison de la Radio. Bonjour Arnaud Desplechin. Bonjour. Vous y croyez, vous, au cinéma ? Oui, je crois. C'est un objet de croyance. C'est une foi. Je l'appelle souvent la question du cinéma. Ça a ouvert une question en moi. Cette question n'a pas vocation à être refermée, mais ça me permet de questionner le monde. Et ça me plaît que vous utilisiez ce mot croyance. Je pourrais même le déplacer légèrement, vous disant, vous voyez, il peut m'arriver, je suis sceptique de tempérament, il m'arrive de douter du monde. Souvent, par exemple, on a l'impression qu'on vit des choses convenues ou attendues ou banales ou des choses comme ça. Et il suffit que les frères Lumière apportent une caméra, qu'ils filment une rue et qu'ils la projettent. Et tout d'un coup, ce fragment de réalité projeté se met à vivre. Et je remarque très bien, quand je n'ai pas le temps d'aller au cinéma, je commence à douter du monde qui m'entoure. Et c'est un acte de foi. Quand je vais au cinéma, je crois au monde. Et à la sortie de la salle, il y a un contrat pour moi entre le cinéma et le monde. Le cinéma qui enregistre le monde et qui le projette, il y a un contrat qui est l'objet de ma croyance. Donc à la question, pourquoi êtes-vous cinéaste aujourd'hui ? C'est pour croire ? Ça m'est arrivé. D'autres choses auraient pu m'arriver. Ça m'est arrivé. Il m'est arrivé. Ça vous est tombé dessus un peu, non ? Non, c'était une vocation tellement précoce que je ne savais pas le mot. Vous voyez, je ne savais pas, je regardais sur les génériques de films et je ne savais pas si c'était réalisateur, metteur en scène, un film d'eux, producteur. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Je savais c'est celui qui est derrière la caméra, pas devant, et qui fabrique. Donc moi j'appelais ça, à 7 ans, j'appelais ça trucman. Alors après ça, je me suis rendu compte que c'était mieux de dire réalisateur, vous voyez, mais je ne savais pas s'il fallait dire auteur, cinéaste, je ne savais pas bien. Mais j'étais très fier de moi parce que je connaissais, donc on m'a posé la question, je crois que c'était à 8 ans, vous voyez, dans les vœux à l'école primaire, j'étais très fier parce que je savais orthographier l'IDEC avec le H. Qui était le nom de l'ancêtre de la FEMIS, qui était l'École nationale de cinéma, et parce que ça me semblait inatteignable. Et c'est là que vous avez étudié. Et c'est là que j'ai étudié. C'est là où c'est les hasards, l'IDEC. Pas la première fois, mais la deuxième fois que j'ai passé le concours, j'ai été reçu. La première fois, il prenait 22 personnes, j'étais 25e. Alors mes parents m'ont dit, bon, c'est bon, tu peux quand même monter à Roubaix. Nous étions plus de 800, à Paris, de Roubaix à Paris. Nous étions plus de 800 à nous présenter. J'avais des camarades qui avaient réussi à intégrer l'école, j'ai donc pu suivre leur tournage, j'ai pu suivre les cours de Danet, de Serge Danet à Sancier, et j'étais accepté l'année suivante. Trucman, c'est pas mal comme définition de réalisateur. Oui. Vous en avez beaucoup, vous, des trucs, aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, je m'appelle fabricant de films. C'est comme ça que voilà, moi-même, je me dis, c'est ça le métier que je fais. Je suis fabricant de films. Mais le mot de trucman était pas mal. C'est celui qui fait les petites astuces derrière pour que ça fasse bien et que ça scintille sur l'écran. Pourquoi fabricant ? C'est plus artisanal dans sa formulation que créateur, artiste Mais ça, j'ai l'impression que ça, c'est l'un des substantifs qu'on peut me prêter, mais qu'il serait indélicat que je me les attribue moi-même. Vous voyez, je suis tout à fait honoré que vous, Olivia, vous me dites cinéaste. Alors je me dis pas mal, j'en suis tout fier, mais à moi-même, je ne peux pas me l'accorder. Pas encore.
Ça viendra quand? Je ne sais pas. Ça viendra peut-être, allez-vous dire. Je vais me faire surveiller par mon maître Jean Douché. Je vais lui poser la question. Je vais lui dire, mais quand est-ce que j'aurai le droit de m'intituler moi-même cinéaste? Je préfère lui laisser ce privilège. Il s'intitule comme tel, lui, ou pas? Jean Douché, je ne sais pas s'il s'intitule... non, il aime à parler de La Servanta Amorosa, qui est le film magnifique qu'il avait tourné avec la Comédie Française. Je parle de Jean Douché avec émotion, qui fut mon professeur à l'IDEC, et qui est un des grands passeurs du cinéma, et avec qui j'ai des liens d'amitié très forts. On parlera de postérité plus tard aussi, la vôtre, Arnaud Desplechin, avec le soin que vous portez quand même au scénario, à vos dialogues, souvent très littéraires. On se dit que écrire aurait pu suffire, mais c'est resté juste une étape nécessaire dans votre fabrique de réalisateur. Pourquoi, à un moment, vous faut-il passer derrière la caméra? Ah, mais parce que c'était mon plan à 8 ans. Je ne désirais pas du tout... être écrivain. Vous voyez, je me souviens d'un... J'ai vécu, vous voyez, toutes ces années, ça me semblait vraiment inatteignable, enfant de province aussi, c'est une autre époque, donc il n'y avait pas Internet, il y a moins de chaînes de télévision, etc. De monter à Paris pour fabriquer... Mes parents ne travaillaient pas dans le spectacle, nous ne connaissions pas de gens qui travaillaient dans le spectacle, ça me semblait vraiment inatteignable. J'ai donc passé toutes ces années d'enfance dans une grande mélancolie, en me disant, voilà, je ne serai jamais pris à l'école nationale, mon Dieu, à Paris, ce ne sera pas possible. Et alors j'ai fait, je me souviens, un certain nombre de vœux comme ça, de superstitions. Je me souviens du vœu, il y avait un rituel de passage dans ma famille. C'était à partir de 17 ans, on devait commencer à lire Proust, à la suite de mon père et de ma mère, et pour montrer que ça y est, on rentrait dans la famille. Et alors moi, j'avais choisi les arts populaires contre les arts savants. Donc j'ai dit, je ne lirai jamais Proust. Voilà, c'est un vœu que je fais. Alors je me suis acheté le Deleuze pour savoir un peu de quoi y retourner. Mais je me suis interdit de lire Proust. Je crois que j'ai violé ce vœu il y a très peu de temps, il y a 2 ans. Mais vous voyez, je me suis tenu parce que c'était vraiment pour les arts populaires, donc contre les arts savants. C'était vraiment le choix d'un art enfantin et d'un art populaire plutôt qu'un art pour les adultes ou voilà. Après, j'ai violé mes vœux, puis j'ai fait une pièce de théâtre. Vous voyez, tout ce que je m'étais juré de ne jamais faire, le temps m'a un petit peu adouci mes positions, mais j'étais un fanatique de cinéma. Donc pour moi, il n'était pas question d'écrire. Mais vous êtes aussi un fanatique de littérature, vous êtes aussi un fanatique de musique, de philosophie, alors peut-être de poésie. Ça nourrit le cinéma, ça ouvre, et puis bien sûr, ça ouvre surtout les autres champs. Mais ça me plaît de penser que ce n'est que le 7e art. Et voilà, c'est à cet art-là. Qui vous permettait de raconter vos histoires, en tout cas. Oui, bien sûr. Et alors vous dites que ça vous nourrit. En quoi? Comment? Vous êtes un être perméable et votre choix de cinéma, visiblement, n'était pas totalement hermétique. Comment vous vous laissez, à un moment, pénétrer par ces autres formes d'art? Comment elles influencent votre pratique? On peut peut-être citer un exemple. On peut prendre un conte de Noël qui est parti d'un livre, La Greffe, qui a été un peu matiné de Sarabande de Bergman, et toujours aussi d'un peu de Stanley Cavell, ce philosophe américain que vous chérissez, philosophe des salles obscures. C'est de là que peut naître une idée. Buvez une gorgée. Oui, souvent ça part ça peut partir de livres. Je sais que de lire des romans, je suis plus un lecteur de romans qu'un lecteur d'essais. Je lis beaucoup de romans pendant que je travaille, pour me nourrir, de la même manière que je vois beaucoup de films. J'ai besoin de ça, de la vitalité du roman. Je crois que c'était Philippe Garrel qui me disait... je l'avais pris, c'était un compliment. Il disait, voilà, il venait de voir Rois et Reines, et il me disait, voilà, ce qui est magnifique avec toi, c'est que tu es un romancier raté, et ce qui est vraiment magnifique avec moi, c'est que je suis un peintre raté. Et voilà, ça m'allait très bien comme définition de ce que je faisais. Et puis je trouvais sa remarque très, très exacte. Donc oui, je me nourris de romans. Sur le conte de Noël, j'étais tombé sur ce livre de Jacques Achert et Jean-Pierre Jouyet, qui était un psychanalyste et un oncologue, et qui était vraiment fascinant. Il se trouve que je connaissais Jacques Achert, qui était un ami de mes parents, et qui racontait ces greffes de moelle qu'on fait dans certains cas de cancer du sang, comment ça provoque
dans des troubles familiaux. Et du coup, les oncologues ne savaient tellement pas quoi faire, ils se rendaient compte que tous leurs patients et les donneurs, les receveurs, etc., toute la famille explosait à chaque fois qu'ils avaient des cas. Et donc, ils ont ajouté un service psychanalytique et psychiatrique au service oncologique, vous voyez, pour traiter les cas, parce que ça provoquait ça. Alors, évidemment, ça me fascinait, c'était un matériel romanesque formidable, donc un matériel cinématographique formidable. On peut peut-être raconter, justement, dans Un conte de Noël, on retrouve cette réunion de famille autour de la mère, Catherine Deneuve, qui justement doit être greffée, et des examens sont faits sur les enfants, et le seul compatible, on va dire, pour la greffe. Il y a deux compatibles. Il y a un neveu que j'ai appelé Paul Dédalus, qui est un jeune neveu très fragile, très dépressif, très anxieux, qui sort, qu'on va chercher à l'asile psychiatrique, qu'on sort parce qu'il a attaqué sa mère avec un couteau, et l'enfant est très frêle, et voilà qu'il est compatible avec sa grand-mère, que donc il peut donner sa moelle, et dans la famille c'est réorganisé après une dispute terrible entre la sœur aînée et le frère. C'est organisé autour un petit peu du bannissement qu'on voit dans une scène de procès, du bannissement du frère cadet Henri Vuillard. Alors, c'est Henri qui est joué par Mathieu Amalric. Alors, Catherine Deneuve donc, a le cancer, elle en parle très drôlement, elle est toute fière quand elle en discute avec... dit, grâce à moi, toute la famille s'est réunie. Elle est toute fière d'être la reine, comme ça. Le nom de son personnage est Junon. Et donc, cet oncle, qui est un oncle un peu bandit, qui est joué par Mathieu Amalric, revient, et lui aussi est compatible. Donc, il faut choisir, est-ce que la greffe se fera avec le neveu fragile ou avec l'oncle maudit? Et mal aimé. Mal aimé, ouais. Vous avez l'air si calme, vous avez l'air si doux, Arnaud Desplechin. Et pourtant, non, il y a un et pourtant ou pas? Non, il semblerait que vous preniez quand même tellement de plaisir à mettre en scène des relations intrafamiliales entre hommes et femmes, d'une certaine violence symbolique en tout cas, et des affects négatifs, la jalousie, le ressentiment, la colère. Pourquoi? C'est de là que naissent les belles choses pour vous? Ah oui, c'est des... Vous savez, je me souviens, j'ai triché pour aller voir Cris et chuchotements au cinéma sur mon âge, parce que je crois que le film était interdit aux moins de 16 ans et tout ça. J'ai vu ça, c'était d'une telle violence. Ça donnait très envie d'être adulte, quoi. C'est-à-dire, si c'est aussi violent que ça, c'est attirant, quoi. Et puis souvent on met des choses qui font peur, et puis c'est de tirer comme ça les rapports humains à l'extrême, d'aller vers la violence, le conflit, comme vous disiez, d'accepter cette part de sentiment d'affect négatif dans les personnages, mais de les transformer. Si je vais me permettre de digresser, c'est un point où j'ai l'occasion parfois d'en parler. C'est quand je suis arrivé à Paris, il y avait un cinéaste qui était... Le cinéma français était très... Enfin, c'était à l'époque du Nouvel Hollywood, le cinéma américain était très profus et le cinéma français était plus malingre. Et alors, il y avait quand même une figure flamboyante qui était la figure de Piala, qui est une figure dans laquelle je ne me suis jamais reconnu. Et il me semblait que justement, chez Piala, c'était la réticence que j'avais, tout en reconnaissant à quel point c'était un grand artiste, c'est qu'il semblait que les affects négatifs, par exemple l'amertume, chez lui, était le fin mot, était le vrai mot. Et moi, je me souvenais de ma découverte de Bergman, et ce que j'aimais chez Bergman, c'est que ça fait partie aussi de l'être humain. C'est que des sentiments pas jolis, comme la rancœur, l'amertume et tout ça, sont à égalité avec l'amour, la bonté, la douceur. Mais la violence, vous voyez, il n'y a pas un sentiment qui est plus vrai que l'autre. Et c'était ce qui me gênait ainsi nous sommes tant aimés. Vous voyez, il me semblait que l'amertume était plus vraie que l'amour. Moi, ce que j'aime bien dans les films de Bergman, c'est que c'est vrai les deux. C'est indécidable, quoi. Les deux sont des dimensions de l'humain. Est-ce qu'il y en a qui sont plus cinématographiques que d'autres, des sentiments? Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles à filmer? Est-ce qu'il y en a qui rendent mieux à l'écran? Oh non, tous les sentiments, c'est très dur à filmer. Hein. C'est difficile à filmer. Il faut des bons acteurs, il faut bien s'entendre, il faut avoir une bonne camaraderie, et puis il faut aller chercher ce qui est compliqué. Enfin, moi, ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est compliqué, c'est ce qui m'amuse. Vous me demandiez ce rapport entre le moment où j'écris et le moment où je filme. Vous voyez, tant que je n'ai pas compris sur le plateau un sens qui m'était resté obscur
à l'écriture, je n'ai pas fait mon travail. Notre travail avec les acteurs, c'est de décapsuler le texte et tout d'un coup de le faire vibrer d'une signification, vous voyez, qui n'attendait que le jeu. C'est le jeu de l'acteur qui développe la signification et qui la fait vibrer. Alors, quand tout d'un coup je me dis, ah ça y est, enfin j'ai compris pourquoi il lui a dit ça, que je vois les acteurs et qu'avec leur génie ils arrivent à m'expliquer le personnage, alors là on a réussi à ajouter quelque chose à l'écriture qui sinon reste lettre morte. Et quelle place vous faites du coup à la vérité dans vos films, que ce soit la vérité de l'époque, votre propre vérité? La vérité, c'est un mot que j'utilise très peu. C'est un mot que j'utilise très peu. C'est surtout dans mon rapport à l'acteur que le mot que j'utiliserais plus que si la vérité, pour moi, c'est une question avec l'acteur. C'est un acteur, s'il me ment ou s'il se ment, il peut pas trouver. Il peut pas trouver de la signification comme ça qui va éclairer le spectateur. Il faut pas qu'il se mente, il faut pas qu'il me mente. Il faut qu'on dise la vérité sur le personnage à un moment. Le mot que j'utilise le plus, c'est la réalité. C'est même si je fais des films qui sont plutôt romanesques. Vous voyez, par exemple, je ne pourrais pas tourner un film en studio, ce n'est pas possible pour moi. Je me dois d'aller en décor naturel. Le Conte de Noël est une fiction. J'espère qu'elle est divertissante. Elle est très fantasque et tout est vrai. On a tourné à l'hôpital de Lille, on était surveillé par des médecins, des oncologues, toute la procédure est exacte. Je me souviens à un moment, il y a le personnage d'Hippolyte Girardot, parce que le personnage de Catherine Deneuve dit, alors voilà, ou bien, c'est ce qui est le cas dans ce type de cancer, ou bien on ne me soigne pas et je meurs, ou bien on me soigne et je meurs dans de terribles souffrances, donc puisque le traitement peut s'avérer pire que la maladie. Donc qu'est-ce que je fais? Et alors le personnage d'Hippolyte Girardot, qui est un mathématicien, lui fait une démonstration de probabilité, vous voyez, comme Pascal, comme Blaise Pascal, vous voyez, sur le pari pascalien, est-ce qu'il faut parier pour la vie ou pour la mort ou pour Dieu ou pour l'absolu, etc. Et alors du coup il faisait ce calcul, j'étais très content parce que quand on l'a tourné, il y avait Cédric Villani qui était dans une petite pièce à côté, qui avait écrit la démonstration mathématique et qui surveillait sur un combo si la démonstration était mathématiquement exacte. Il est très important pour moi que ce soit réel, de me servir de choses réelles et et pour moi la puissance du cinéma, c'est d'enchanter ça. C'est vous voyez, de tourner toujours dans le même film au Parc Barbieux et on met de la fausse neige. Et alors tout d'un coup, il y a un texte de Bazin qui est très connu sur la neige au cinéma. Voilà, tout d'un coup, ça devient magique. Mais c'est réel. On est vraiment au Parc Barbieux. On n'est pas en studio. C'est les vrais. Voilà, on tourne avec. Voilà, c'est ce mélange d'utiliser la réalité et de l'enchanter. Et ça, c'est la leçon que. Enfin, ça a été ma façon de recevoir la nouvelle vague. Donc pour passer entre la vérité et la réalité, il y a peut-être l'étape transitoire qui est une forme de sincérité. Ça, vous le prenez pour vous, ce mot-là, ou vous le refilez aussi à vos acteurs? Sincère, non, sincère. Je me méfie. Je n'aimerais pas pousser à la belle âme. Vous voyez, je méfierais. Non, j'essaye de. Ce qu'on essaye, c'est que ce soit passionné. C'est juste ça, quoi. Je me souviens de la stupeur de Mathieu Amalric, c'était sur Rois et Reines. Nous tournions la première scène de Rois et Reines où son personnage Ismaël Vuillard voit et va assez mal. Il est en train de manger un double cheeseburger. Et quand arrivent deux infirmiers d'un hôpital psychiatrique qui viennent à l'occasion d'une procédure avec un flic et qui viennent pour l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Et ils s'engueulent, etc. Et c'était le premier jour, nous avions tous le trac, c'était toujours très difficile les premiers jours de tournage parce qu'on ne sait pas exactement qui est le personnage, on ne sait pas sur quel pied danser, etc. Et puis là on commence à jouer un petit peu et Mathieu me dit « mais tu veux qu'on aille aussi loin que ça ?» Je dis « non mais ça c'est un minimum ». Et il riait tout seul parce que tellement le personnage devenait extrême, vous voyez. Et à la lecture il n'avait pas prévu ça, mais d'exacerber les sentiments, d'exacerber l'instant. C'est dans un poème de T.S. Eliot, exacerber l'instant jusqu'à la crise. Voilà, et la caméra, elle est là pour filmer cette crise et ce moment où ça s'exacerbe. Arnaud Desplechin, plutôt qu'un cinéma rétrospectif, est-ce que vous dites souvent que vous préférez écrire vos souvenirs, en tout cas de faux souvenirs, plutôt que les vrais. Si on pense justement à 3 souvenirs de ma jeunesse, là, quelle est l'idée de départ ?
L'idée de départ sur les 3 souvenirs, que je me souvienne... Quel est le faux souvenir dans les 3 souvenirs de ma jeunesse? Ils sont tous faux. Roubaix, c'est plutôt vrai. Roubaix, c'est vrai. Non, mais Vous n'étiez pas un jeune homme comme ça? Le film est en 3 parties. C'est ça qui me plaisait dans l'idée de départ. Elle tenait à 2 choses. Elle tenait à développer un motif romanesque que je n'avais pas pu développer dans comment je me suis disputé, qui était les relations amoureuses entre une jeune femme qui est encore provinciale et un jeune homme qui est déjà parisien. Et ça, je trouvais que c'était un motif très stendhalien et très... Ça me plaisait, quoi. J'avais des fragments, des bouts de choses qui m'intéressaient. Et je me disais, ce serait pas mal de construire non pas un personnage hypermnésique qui se souvient de tout, mais se souvient que de bout. Peut-être parce que dans ma mémoire à moi, c'est comme ça, elle est trouée. J'arrive pas à me raconter un roman de ma vie. J'arrive il y a des moments comme ça, sans signification, qui surgissent ici et là. Et alors, ça me plaisait de construire le film comme une poupée gigogne. Et alors, il y a un premier film qui est très bref, qui sont des fragments et les 3 films appartiendraient à 3 genres différents. Et alors le premier appartiendrait, je pense, à un genre poétique avec des images qui apparaissent comme ça, qui ont pas de. Je pensais très fort à un film de Bill Douglas que j'aime beaucoup, qui est Childhood. Et voilà, c'est les fragments de cet exil, un jeune garçon. Qui perd sa mère, qui se suicide, qui fiche le camp de chez lui et qui va habiter chez sa grand-tante. Alors, vous voyez, ma mère, à l'âge que j'ai toujours envie, bien envie, elle n'est pas folle du tout, et donc je n'ai rien à voir avec ce personnage. Et alors, après ça, il part faire un voyage, c'est le 2e épisode, il se souvient, à l'occasion d'un entretien avec Dussolier, il se souvient d'un voyage scolaire qu'il a fait en URSS. Il se trouve que ce voyage, mes frères et sœurs l'ont fait, en RDA, et moi, je suis jamais passé de l'autre côté. Alors, vous voyez, pour moi, c'était l'occasion de enfin passer de l'autre côté de l'ancien mur et de voir. Donc là encore, une dissemblance entre moi et mon héros. Et enfin, le personnage, on le retrouve. C'est ce 2e exil, c'est donc ce voyage vers l'URSS, où il va pour donner ses papiers à des Refouznik, avec un camarade, lui étant catholique, avec un camarade juif. Et le 3e épisode, qui est évidemment le plus long et qui devient le film, c'est ce garçon un peu fragile rencontre cette jeune femme qui est sûre d'elle, qui apparaît comme une statue, qui est Esther, qui est encore au lycée à Roubaix, et lui fait déjà ses études à Paris, des études d'anthropologie, et il vit le fait d'être à Paris comme un exil. Donc j'avais 3 exils, si vous voulez, racontés sur des modes romanesques très différents. Et vous voyez, moi je n'ai pas fait d'études, puisque j'ai fait l'IDEC, j'ai fait une école professionnelle, et j'ai juste appris à remplir des camions, à brancher des câbles. Et vous voyez, donc là encore, c'est des mois idéaux que je rêve, c'est des vies rêvées. Et pourtant, évidemment, que je dois donner, de la même manière que je demande, vous voyez, vous me posiez la question de sincérité, qui est un mot que je n'utilise pas, bien sûr que j'essaye de communiquer une impudeur au spectateur. Bien sûr que j'aime que le spectateur se dise c'est pas vrai, il parle de lui, il faut pas déconner, quoi. Vous voyez, j'aime bien qu'il y ait un sentiment impudique, parce que c'est ça que je demande aux acteurs, c'est qu'ils me donnent quelque chose de honteux, quelque chose de personnel, de singulier, de pas remplaçable, une idiotie, une idiotesse, quelque chose de singulier, d'irremplaçable. Ouais. Et alors bien sûr, tout le film, j'espère bien, me ressemble et à bien des égards un autoportrait. Pourtant, sur un plan factuel, je ne partage rien avec aucun des traits flamboyants de mon héros, le fait d'être orphelin, le fait de partir en URSS, d'être un héros en URSS ou d'être un universitaire brillant. Ça n'a pas été ma vie. Le fait d'avoir un double identitaire, le fait de perdre son identité ou de la prêter à quelqu'un et de se retrouver effectivement en situation de duplicité à un moment ou un autre, il y a quand même à travers vos films, on imagine aussi un peu une quête identitaire pour vous-même. Vous disiez impudeur, vous avez visiblement aussi un parti pris d'infidélité autour de 3 souvenirs de ma jeunesse. Vous disiez quelque part, je me suis toujours demandé à quoi ressemblaient les 10 années qu'ont vécu Paul et Esther ensemble. Il y avait comme un trou et le remplir m'a donné une énergie d'écriture. J'ai fait le film pour des gens plus jeunes que moi, à qui je n'ai jamais demandé de voir comment je me suis disputée. J'ai un devoir d'infidélité par rapport à comment je me suis disputée. C'est un préquel, mais dans le sens ludique, pas dans le sens scolaire. Il y a toujours un lien entre vos films, d'un film à l'autre, vous rebondissez, il y a des prolongements, il y a des clins d'œil, il y a des rappels, sans compter qu'à chaque sortie,
ceux qui vous suivent de près parlent toujours d'un film somme. Vous avez remarqué? On dit toujours que vous faites des films sommes. À chaque fois, oui. Oui, le nouveau est un film somme à bien des égards. Oui, c'est des fantômes d'Ismaël. Arnaud Desplechin, est-ce qu'une nouvelle histoire se fait toujours en réaction à la précédente? Oui, bien sûr, on fait, on fait toujours un film contre le précédent. C'est vrai que les trois souvenirs, je venais de faire, ça me touche les mots que vous citez, je venais de faire deux films coup sur coup. L'un qui était un film à vedette, vous voyez, qui était Jimmy P avec Benicio del Toro et Mathieu Amalric et Gina Macchi. Votre film américain. Voilà. Et juste après, j'avais tourné un film où j'ai eu un plaisir inouï à faire, qui était La Forêt, que j'avais tourné avec des acteurs de la Comédie Française, la pièce d'Ostrovsky que nous adaptions pour l'écran. Et alors, je travaillais avec des acteurs d'une virtuosité incroyable, quoi. Vous voyez, les deux gredins, les deux acteurs, c'était Denis Podalides et Michel Villermoz, et là, c'était un régal de les filmer. Et alors, c'est là où je me suis dit, oui, mais comme écrivain... Je n'ai jamais, j'ai toujours peiné à écrire pour des gens plus jeunes que moi, des personnages qui auraient. Et est-ce que je sais diriger des acteurs qui sont des stars, ou je sais diriger des acteurs de la Comédie Française, mais saurais-je diriger un acteur qui a 15 ans, 16 ans? Vous voyez, c'était une grande. Et je me disais, ce que j'écris, ça suffit pas si une autre génération ne peut pas utiliser les mots que j'écris pour parler d'eux-mêmes. Et donc j'ai commencé à écrire avec beaucoup de plaisir. Et après j'ai entamé la préparation et la rencontre avec beaucoup de jeunes acteurs comme ça, venant d'univers très différents. On a rencontré, je sais plus, 900 personnes, un truc comme ça. Je savais pas du tout dans quel sens aller. S'il fallait des acteurs professionnels, amateurs. Je ne savais pas bien ce que je... Et puis j'ai toujours un petit embarras comme ça avec les générations plus jeunes. Est-ce que, vous voyez, je pense à ça comme ça. Je suis pas un oncle très brillant. Vous voyez, j'ai des neveux et nièces charmants et formidables. Et alors chaque fois que je les vois, je me dis il faut que je me taise. Arnaud, tais-toi. Alors je me tais. Évidemment, j'ai l'air d'un oncle sinistre et je me mets à parler. Je me dis mais c'est fait histrionnesque, c'est ridicule. J'ai toujours un embarras. Alors est-ce que je serais passé au-dessus de cet embarras? Vous voyez, de la différence des générations. Alors dans le travail, c'était utopique, c'était possible. Ils avaient l'usage de mes mots. Vous voyez, ils parlaient d'eux. Je me souviens comme ça avec grande fierté de Louise Roy-Le-Collinet, qui donc joue le rôle d'Esther dans le film, et elle devait donner sa première interview. Alors nous étions dans un salon, moi je donnais une interview pas loin avec quelqu'un d'autre, et une journaliste lui dit « Mais qu'est-ce que vous savez de la correspondance? Vous n'en savez rien, puisque c'est par Snapchat et par texto que vous communiquez. » Et elle disait « Chacun des mots de ce personnage, je les comprends parce que je les ai pensés, je les ai écrits. » Alors je voyais son orgueil comme ça. Elle disait, on peut dire 1000 choses avec un texto. Elle avait eu l'usage de mes mots. Alors ça, c'était ma fierté. Vous voyez, c'était ça m'avait. Donc oui, c'était en réaction avec les films précédents. Donc on essaye, enfin j'essaye de vous surprendre, de passer par un autre chemin. Et pourtant, c'est vrai que chaque film, je pense comme ça une métaphore qui est magnifique c'est dans quel roman de Philippe Roth où il décrit son processus de fabrication. Je crois que c'est dans La Contre-vie, et il dit je n'ai pas de moi à ma propre disposition, je n'ai qu'une malle qui m'attend dans un grenier avec un certain nombre de costumes, avec un certain nombre, dans mon cas, de patronymes, quelques accessoires, et j'essaie d'inventer du nouveau avec ces vêtements usés, ces quelques masques qui sont à ma disposition et qui sont des déguisements. Et voilà, alors moi je reviens, et j'en ai pas fini avec Esther, Maintenant, peut-être en ai-je fini avec Esther, mais je sais que Esther, c'est le nom, si vous voulez, les noms de personnages pour moi, c'est des modes d'apparition, c'est des questions. C'est des questions, une fois encore. Vous voyez, Esther, c'est cette femme qui ne sait pas bien parler et qui pourtant est pleine de pensées et qui ne sait pas les... Alors, elle sait les écrire, mais elle ne sait pas les parler, elle ne sait pas les dire, c'est pas une belle parleuse. Mais elle existe très puissamment. Devant des figures masculines qui sont plus fallottes, elle a cette puissance d'existence à laquelle moi je crois très fort. Elle existe beaucoup. Vous voyez, voilà, ça c'est le nom d'Esther. Alors quand je tombe sur un personnage comme ça, voilà.
Alors Sylvia, c'est cette femme un peu timide qui était par Marianne Denicourt dans Comment je me suis disputé. Là, c'est Charlotte Gainsbourg qui joue une Sylvia un peu différente. C'est cette femme Chiara Mastroianni avait joué une Sylvia dans Le Conte de Noël. C'est cette femme qui a l'air comme ça un petit peu dubitatif dans la vie, qui refuse la vie, qui est un petit peu falote, ou qui se marie trop jeune, ou qui reste vieille fille, ou au contraire qui est l'épouse, en tout cas celle qui est en retrait de la vie, mais qui a un trésor à offrir et qu'elle n'offre jamais. Et la caméra arrive au moment où elle va l'offrir. Alors quand je retombe sur un personnage féminin comme ça, je le connais son nom, il s'appelle Sylvia, donc je lui redonne le même nom. C'est ça, donc pour Les Fantômes d'Ismaël, présenté à Cannes cette année, sorti en salle en mai, vous avez juste ouvert la malle. Non, c'était parce que j'avais un personnage. Le personnage est réalisateur et fabricant de films, comme il est dit dans le scénario, et fabricant de films. Et alors, évidemment, c'est un exercice très périlleux, vous voyez, parce que les spectateurs aiment bien détester les réalisateurs dans les films, donc c'est toujours un exercice périlleux de représenter un artiste. Pour moi, c'est plus facile de montrer un philosophe ou un universitaire, c'est plus simple. Et Ismaël Vuillet, et c'est un personnage assez scandaleux, et j'avais déjà fait un personnage d'artiste, c'était dans Rois et Reines, qui était joué par Mathieu Amalric, il était altiste dans ce film. Il avait une réplique que j'adorais, une jeune femme lui demandait, Ariel lui demandait, c'est comment l'alto? Il répondait « Ah, c'est varié ». Et donc voilà. Et alors, comme là, je retrouvais un personnage d'artiste, puisqu'il est fabricant de films, je l'ai appelé Ismaël. Influencé par Truffaut, Resnais ou encore Bergman, la preuve qu'on peut faire un cinéma intelligent avec des sentiments, c'est la masterclass d'Arnaud Desplechin, aujourd'hui sur France Culture. La lecture de l'art est elle-même un art, écrit votre chouchou, le philosophe Cavell, en cerner les enjeux, ceux de vos films, ceux de votre propre pratique artistique. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous laissez ça aux autres ? Vous pouvez répéter la question? C'est vrai? C'était une question France Culture. Elle était difficile. Elle était difficile. Est-ce que je m'intéresse à cerner mes propres films? Si vous la comprenez pas vous-même, je dois avouer que moi non plus. J'ai très gêné. Je n'ai pas beaucoup de curiosité pour mes films. Voilà, il y a un rituel, j'ai plein de rituels, de superstitions, comme vous l'avez compris. Celle de Proust étant la première, mais il y en a eu bien d'autres après. Une de mes superstitions, c'est que je ne regarde jamais mes films terminés. Alors c'est un cauchemar pour les gens avec qui je travaille, parce que quand je mixe le film, les dernières étapes du film, c'est-à-dire quand je mélange les sons, je le fais avec une image, je ne le fais pas avec l'image finie, et quand je travaille à l'étalonnage, c'est-à-dire au dernier réglage de l'image, je le fais sans le son. Voilà, parce que je considère que je suis la seule personne qui ne puisse pas être spectateur de mes films. Donc après ça, vous définissez même comme un spectateur interdit, ce qui est une jolie formule de vos films. Le film tient parce que je n'en suis pas spectateur, parce que c'est vous qui en êtes les spectateurs. Mais est-ce que vous essayez d'en comprendre au moment où vous les faites, ces films, ou alors au moment où ils sont terminés, vous allez quand même le visionner au minimum une fois, ce qui s'en dégage, la manière dont ils peuvent être perçus par le public? Parce que vous n'êtes pas un spectateur de vos propres films, mais vous avez quand même toujours accordé dans votre démarche, je crois, une place importante au spectateur, c'est-à-dire que vous l'incluez dans votre démarche, non ? Mais c'est souvent, je commence, voyez-vous, mes films avec, je suis pas calé, donc je saurais pas je sais pas forcément les dire, mais je commence des films avec, bien sûr, un appétit romanesque et des questions que je n'arrive pas à résoudre dans ma vie quotidienne, et qui peu à peu prennent une forme comme ça, une forme. Alors si j'étais philosophe, ce serait une forme philosophique. Chez moi, c'est une forme cinématographique. Je vous donnerai un exemple pour pas avoir l'air pompeux. Où c'est des questions très simples sur lesquelles je bute. Vous voyez pour prendre deux films avec le même personnage, Paul Dédalus, comment je me suis disputé. C'était une question comme ça très vive que j'éprouvais. C'est comment puis-je me dire que je connais autrui? Vous voyez, est-ce que je ne suis pas absolument seul au monde? Bien sûr, nous sommes ensemble là, mais je suis pris par le trac, nous sommes sous les lumières, je parle à travers un micro, c'est étrange. Donc quelle connaissance ai-je de vous? Peut-être rien, peut-être simplement suis-je en train de coller un masque sur votre voix que je connais, votre personne que je crois connaître et dont j'ignore tout, que j'entends à la radio. Et en fait, croyant vous connaître, je ne fais que vous ignorer. Alors comment est-ce qu'on peut dire « j'ai connu quelqu'un » ? Vous voyez, cette question m'a hanté. Alors j'essaye, par des moyens de fiction, de répondre à la question.
Et à la fin du film, je regarde comment je me suis disputé, et c'est Sylvia qui donne cette vérité à Paul. Elle lui dit « Je t'ai changé ». Et il dit « Ah bon ?» Et il lui dit « Bah ouais, parce qu'avant de sortir avec moi, t'étais vachement moins bien. Vraiment vachement moins bien. » Elle dit « Alors, donc, si elle m'a changé, c'est qu'elle m'a un peu connu. Alors moi, peut-être je ne l'ai pas connue, mais elle m'a connu. Puisqu'elle m'a connu moins bien, elle m'a connu mieux. Et donc, si cette femme que j'ai connue si peu de temps m'a changé, ô combien Esther m'a changé. Donc, j'ai connu Esther. » C'est de répondre à des questions. Donc, je ne regarde pas mon film terminé en me disant « Est-ce que ça fonctionne ?» Je me dis « Est-ce que j'ai réussi à répondre à des questions ?» Vous voyez, par exemple, sur les 3 souvenirs, est-ce que l'amour peut être une forme de connaissance ? Ben oui. Voilà. Vous savez que vous venez de répondre parfaitement à la question que je vous avais posée et qu'on n'avait pas compris tous les deux. Donc moi, je vous repose la question et vous allez voir comment la réponse collait parfaitement à la question. La lecture de l'art est-elle... Bon, c'est pour ça, c'est parce que j'arrive pas à la formuler bien. La lecture de l'art est elle-même un art. Ça, c'est ce que dit Cavell. Okay, en cerner les enjeux, ceux de votre film. Et est-ce que vous laissez ça aux autres ou est-ce que vous le faites parfois ? Non, ça y est, vous avez répondu. J'ai répondu. N'y revenez pas. Vous avez un grand respect pour la critique, Arnaud Desplechin, et ça c'est rare parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, de cinéastes qui s'engueulent en permanence avec ceux qui écrivent sur leurs films. Vous avez un respect pour la critique, ou en tout cas une certaine critique, la critique cinéphile, ceux des cahiers du cinéma, de positif, toutes ? Ah oui, toutes. Oui, bien sûr. C'est pas réservé à une critique non, et à celle qui aime vos films. Ah non, là aussi, encore un rituel. Vous ne lisez pas les critiques ? Non, jamais. Jamais ? Non, parce que je me suis fait des ennemis avec ça. Je connais bien des écrivains. Moi, j'appelle pas ça critique, j'appelle écrivains de cinéma. Il y a des écrivains de cinéma qui m'en veulent beaucoup parce que je les connais un peu, je les côtoie. Et ils me disent parfois, mais alors vous avez lu mon article, je suis quand même pas mécontent de ce que j'ai écrit sur votre film, etc. Mais moi, je n'ai pas le droit de le lire parce qu'à ce moment-là, je vais être vexé, je vais en penser quelque chose, je vais trouver que c'est pas vraiment la vérité. Donc du coup, je suspends. Vous voyez, de la même manière que je n'ai pas le droit de voir mon film, je trouve que ce serait indélicat de lire des écrivains que je respecte et que j'admire quand ils s'adressent à moi, parce que du coup, je vais en avoir un avis qui sera faussé, quoi. Donc, mais par contre, je pense que la fonction, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans l'histoire du cinéma, c'est comment très vite des écrivains ont écrit sur les films. Les films n'existent pas seuls. Il y a une écologie des images qui fait que les images ont besoin d'être parlées, discutées. Et là encore, je reviendrai à Stanley Cavell. Non seulement les écrivains, mais tout le monde. C'est-à-dire que Cavell le dit comme ça, il le dit en américain, il dit films matter. Les films comptent. C'est-à-dire c'est très rare. Vous voyez, les spécialistes peuvent sortir d'une exposition en disant... Bon, alors l'exposition salle Twombly était formidable, mais enfin la 3e salle est complètement ratée. Vous voyez, non, on aime bien Twombly, on n'aime pas Twombly, on est frappé par les... Voilà, mais c'est tout, on ne va pas rentrer dans le détail. Quand vous faites un film, tous les spectateurs ont un avis. Tous les spectateurs disent « Oui, c'est pas mal, ton 5e personnage est complètement raté, tu n'aurais pas dû faire la scène comme ça, etc. » Tout le monde a un avis. Les films comptent, ils permettent ça. En musique contemporaine, les gens, voilà, ils écoutent une pièce de musique contemporaine, c'est très difficile. Mais alors les films ont cette capacité de permettre la conversation. Et cette conversation, il est très important, à mon sens, dans l'écologie des images, que des écrivains s'emparent de cette conversation, écrivent des textes sur le cinéma, et c'est ce dialogue entre les spectateurs, ce bruissement de mots qui est apporté par les écrivains de cinéma et le film, c'est ça qui fait que un contrat se noue et permet de revivifier le monde et permet d'entrer dans les films. Et vous êtes aussi un écrivain du cinéma, du coup ? Vous bruissez quand vous regardez le film, alors pas les vôtres, mais du coup ceux des autres. Vous auriez fait un bon critique de cinéma ? Ben moi, vous voyez, je vous disais que j'avais suivi les cours de Serge Danet à Sancier. Je lisais les livres de Pascal Bonitzer, je lisais Oudard, je lisais Positif aussi, bien sûr. Et alors, vous voyez, j'avais l'impression dans ces années-là, quand je suis arrivé à Paris, qu'il fallait être bac+6 pour arriver à être critique de cinéma. Vous voyez, c'était tous des normaliens ou des trucs comme ça. Donc moi, étant autodidacte, j'étais terrifié. Vous voyez, c'était des textes, il me fallait 3 semaines avant de comprendre de quoi le type parlait. En plus, quand je les lisais, quand j'étais à Roubaix, il parlait de films que je ne pouvais pas voir. Vous voyez, puisque c'était qui n'étaient pas diffusés. Donc du coup, j'étais très intimidé. Et j'ai toujours regretté, c'est un des grands regrets, je ne me suis pas autorisé alors j'ai écrit quelques textes, très peu, sur le cinéma, et
dont un qui a été publié dans un ouvrage. Je dis pas ça pour mon texte, parce que l'ouvrage est passionnant, dans un livre sur Claude Lanzmann qui vient d'être publié, sur un rapprochement entre Shoah et Vertigo. Et voilà, j'avais écrit dans l'infini un texte sur Sobibor, l'importance que Claude Lanzmann a pour moi est fondatrice, quoi. J'ai été vraiment très très marqué par son œuvre. Donc par 2 fois j'ai écrit, parfois j'ai écrit sur des films amis, mais j'ai écrit très peu. Je ne suis pas passé comme Assayas par la critique, je n'ai pas eu cette chance. Pourquoi, Arnaud Desplechin, certains films mettent plus de temps à se faire que d'autres? Est-ce qu'ils sont plus durs à accoucher? Est-ce que c'est des périodes dans votre vie, des temps qui expliquent ça? Vous êtes un réalisateur plutôt régulier en termes d'intervalle, pas pressé, toujours. C'était quoi au début? Plutôt un film tous les 4 ans, si mes calculs sont bons. Oui, je me suis amélioré. Et ça s'est un peu rapproché, oui, dans la dernière décennie. Oui. Plutôt 2 ans maintenant. Ouais, privilège de l'âge, ça. Je sais mieux comment me placer à l'intérieur de moi-même. Oui, c'est la terreur de se répéter. C'est la terreur de se répéter. Je me souviens, j'ai restauré le film il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, et je l'ai projeté à l'Arlequin, à un ciné-club, et je voyais juste, je n'ai pas regardé le film, mais je savais les images que les spectateurs voyaient, puisque c'est moi qui les avais restaurées, muets, bien sûr. Et je regardais la Sentinelle, donc des fragments de la Sentinelle par la cabine de la projection avec une grande fierté. Et quand j'avais terminé la Sentinelle, je me disais, c'est un grand changement dans ma vie, un pas que j'avais franchi. J'avais terminé, le film a été plutôt confidentiel dans sa sortie, et je me disais, j'avais fait un film noble, vous voyez, qui parlait de sujets importants, de choses importantes, de la chose politique. Et je me suis dit, pour reprendre un titre de Cavell, Conditions nobles et ignobles, je me suis dit, comment je pourrais faire le contraire de ça? Alors du coup, c'est la première chose qui m'était venue, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire, c'était comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Ça me semblait bien, parce que ça me semblait trivial. Vous voyez, tout d'un coup, ça mettait l'artiste en position grotesque, et du coup, ça me plaisait. Cette indignité, voilà, cette indignité me plaisait, après avoir fait un film digne, de faire un film indigne. Et alors ça m'a pris du temps pour me reconstruire, me réinventer, découvrir alors au début ça prend plus de temps, un premier long métrage ça prend énormément de temps à fabriquer, parce qu'il faut se réinventer sa cinéphilie, se réinventer son rapport au film, voilà, où est-ce que je me place par rapport au cinéma, etc. Alors avec l'âge ça modifie, parce qu'on devient, il y a certains sports comme ça où on n'est pas mauvais avec l'âge, vous voyez, comme le jogging, on n'est pas mauvais. On court mieux. Je suis sûr, si on peut. Et j'ai fait un marathon, j'en suis pas peu fier. Celui de Paris? Comment? Celui de Paris? Non, celui de Paris, il est très difficile pour moi. Je l'ai fait en Hollande, vous voyez, parce que c'est plat. D'accord. J'ai réussi à terminer les 42 km. Avec les montées, les ponts de Paris, et ça, j'ai fait le demi-marathon, il est beaucoup plus difficile. Ouais. Vous n'avez pas fini votre phrase, du coup. Mais non, mais avec les années. Avec les années, on arrive à placer la respiration, le souffle, vous voyez, à être plus économe, de gestes, etc. Donc du coup, j'arrive peut-être plus aisément, mais à chaque nouveau film, là, il faut... Mais alors, depuis la Sentinelle, vous avez forcément évolué. Est-ce que vous avez aussi le sentiment, depuis 92, d'avoir progressé? Ah oui, bien sûr, oui. Enfin, c'est une question... Sur un plan philosophique, je ne crois absolument pas qu'il y ait du progrès en art, aucun. Et maintenant, sur un plan artisanal, de ma vie de tous les jours, bien sûr, j'ai l'impression que j'ai progressé, parce que j'arrive à raconter plus vite. Vous voyez, je pense au Fantôme d'Ismaël, j'ai réussi à mettre 3 fois plus d'intrigue que dans mes films précédents, et le film fait 2h10 dans la version originale. Donc du coup, je suis meilleur, quoi. J'arrive à... Vous voyez, c'est comme un truc de course. J'arrive à raconter plus d'intrigue encore, et avec un temps de récit plus réduit. Donc j'ai l'impression que, voilà, où la fierté que j'avais sur l'intensité des sentiments sur 3 souvenirs, voilà, leur évidence, leur évidence brutale, leur simplicité, je trouvais que je m'étais un petit peu amélioré. Pas beaucoup, mais un peu. Dans comment je me suis disputée, Marianne Denicourt dit à un moment à Amalric, je t'ai changé. Vous, qu'est-ce qui vous a changé? Qui vous a changé? Qui m'a changé? J'espère que je suis quelqu'un de très, très perméable.
C'est aussi une chose que je n'évite pas la question. Je fais un détour, mais, non, mais vous avez aussi le droit de dire pas. que vous n'avez pas changé. Vous voyez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma, c'est que je change énormément d'avis. Énormément d'avis. Et pour moi, c'est un privilège au cinéma. Vous avez très peu de chances de me faire changer d'avis sur un morceau de musique ou une peinture. Vraiment très peu. Je peux changer avec le temps. J'ai des inflexions. Il y a des peintres qui m'importent plus aujourd'hui, qui m'importaient moins il y a 10 ou 15 ans. Mais enfin, quand même, je ne suis pas vraiment influençable. Et pour les films, vous voyez, c'est comme les bandes annonces. Vous voyez des bandes annonces. Vous voyez, je suis tellement jaloux de quand quelqu'un aime bien un film et que je ne l'aime pas. Je me dis, il a de la chance parce qu'on a payé notre billet le même prix. Et lui, il a vu des choses et moi, je les ai pas vues. Alors du coup, ça me donne envie de revoir le film. Vous voyez, pour voir ce que mon voisin a vu. Et tout d'un coup, je change d'avis, mais comme une crêpe. Alors je lis les écrivains de cinéma, et là, ils m'apprennent quelque chose, ils me disent « Mais non, mais le film est formidable », j'y retourne et je change d'avis tout de suite. Je suis très, très influençable comme spectateur, et je pense que c'est un privilège du cinéma. Donc bien sûr les gens qui m'entourent m'ont changé, je l'espère beaucoup, que j'étais perméable, Alors justement, parlons peut-être des gens un peu autour de vous, parce que alors on pense toujours que faire un film, c'est un processus très personnel, très, très solitaire, mais non, pas forcément. Vous avez toujours beaucoup misé sur l'effet de troupe. Vous êtes un homme de troupe, autant avec vos comédiens qu'avec vos copains, camarades de cinéma que vous connaissez depuis vos études et des comédiens que vous faites jouer, tourner depuis vos premiers films. On peut peut-être parler de ceux qui comptent aujourd'hui beaucoup pour vous dans la fabrique du film, puisqu'on est là pour parler de ça aussi, Arnaud Desplechin. Les Fidèles, il y a le scénariste et réalisateur Emmanuel Bourdieu, bien sûr, il y a la monteuse Laurence Briot, il y a le directeur de la photographie aussi, Éric Gauthier, avec qui vous avez souvent travaillé, collaboré. Est-ce qu'on en oublie ? Maintenant, je pense à Irina Lubchansky, puisque maintenant j'ai fait 3 films avec elle, comme directrice de la photographie, et qui a compté aussi, qui compte donc autant que Éric, et qui m'apprend d'autres choses que Éric Gauthier. Mais bien sûr, c'est des gens qui m'ont nourri très fort. Alors ces 4-là, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils vous comprennent particulièrement bien, qu'ils se glissent particulièrement bien dans votre tête, ou au contraire parce qu'ils ont un répondant qui vous pousse ou qui vous force à vous-même à chaque fois, regarder ce que vous faites autrement ? C'est des rencontres. Éric Gauthier, c'est un film, je vous disais il y a 2 films où j'étais un bon spectateur. Vous voyez, où j'étais au rendez-vous. C'était la bonne année, j'avais le bon âge, c'était la bonne salle. J'étais au rendez-vous du film. Il y aura eu Shoah de Lanzmann. J'étais le spectateur fait pour ce film. Et il y en a eu un autre, c'est Fanny Alexandre. Voilà. J'étais fait pour, voilà, quand j'ai vu le film, je me suis dit voilà, c'est à peu près pour ça que depuis 15 ans je lis des livres, c'est pour un jour être un bon spectateur de Fanny Alexandre. Alors la photo de Nick Vist, qui à bien des égards est admirable, voilà, Éric Gauthier et moi nous partageons ce film parce que lui il est d'1 an mon cadet, nous l'avons vu la même année, le film l'a bouleversé, la lumière de Nick Vist l'a bouleversé, donc du coup ça fait une langue en commun. Très, 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 très forte. Laurence Briot, c'est très différent. Laurence Briot, c'est une amitié de tellement longue. Rendez-vous compte, son premier film, c'était avec moi et c'était La vie des morts. Moi, j'ai travaillé beaucoup comme technicien, j'ai travaillé comme directeur de la photographie, j'ai travaillé, ce qui c'est moins, comme monteur, beaucoup de films industriels, de choses comme ça. Donc j'ai un rapport au montage, je sais le faire. Et elle acceptait dans notre dialogue, d'abord c'est une cinéphile, donc elle va beaucoup au cinéma, plus que tous les techniciens de cinéma ne sont pas cinéphiles. Laurence Briot voit énormément de films. Nous, on ne partage pas les mêmes goûts. Évidemment, elle a toujours raison, puisque moi je change d'avis, elle pas, donc c'est elle qui gagne. Et on se nourrit comme ça, on a une même curiosité, on a une passion en commun, qui est la passion pour Thelma Schoonmaker, qui est la monteuse de Scorsese, et que je connais un peu mieux qu'elle, que j'ai même pu rencontrer une fois et lui dire ma dévotion. Et voilà, et donc on regarde chaque film de Scorsese, vous voyez, au ralenti sur nos lecteurs de DVD pour regarder comment elle fait les raccords, comment elle fait les petits ralentis au milieu, etc. Donc c'est cette passion-là qu'on a en commun. Mais chaque nouveau collaborateur, Bourdieu, c'est encore une rencontre très différente. Emmanuel, c'était ce personnage, parce que donc j'avais ce projet de faire un film indigne, donc avec un personnage qui se retrouve par 3 fois marié et puis par 3 fois divorcé, et je ne savais pas le métier de mon héros. Donc j'avais plusieurs métiers
comme ça, vous voyez, des listes de métiers possibles. Et alors parmi cette liste de métiers, je me disais, je pensais beaucoup à un film de Hawks où le personnage est paléontologue, Cary Grant. Et alors, c'est drôle parce que paléontologue, vous ne savez pas bien ce qu'il fait. Il est avec des autres dinosaures, il fait des trucs, on ne sait pas bien. C'est quoi la vie de tous les jours d'un paléontologue, on ne sait pas. Et alors, il y avait un métier qui me semblait très mystérieux, c'est philosophe. Il fait quoi le philosophe à 9 heures? Je trouve ça hyper romanesque, quoi. C'était le truc en plus que j'ai jamais fait. Donc j'ai commencé à écrire, puis à un moment j'ai exploré les métiers. Je me suis dit, ce serait pas mal que je rencontre un philosophe pour savoir. Et alors c'est par Bruno Podalides qui m'a présenté Emmanuel Bourdieu, qui était ami avec Denis. Et il m'a dit, voilà, on connaît un philosophe qui aime bien le cinéma. Alors bon, je l'ai rencontré. Et je dis, voilà, j'hésite encore pour mon métier. Est-ce que tu pourrais me raconter des choses sur ta vie de tous les jours, ce que c'est, etc. Alors je lui dis, par exemple, comment ça s'appelle, ce que tu fais? Et il dit, ben là, je suis à terre. Vous voyez, ATER, c'est un grade pour les profs. Je lui dis, c'est exactement la définition de mon personnage, il est à terre. Donc c'est parfait. Et je lui dis, mais vous êtes connu où avec Denis? Il me dit, anormal. Ça marche, c'est mon personnage, il est anormal. Donc du coup, le personnage est devenu comme ça, vous voyez. Et donc on se nourrissait de son expérience pour faire foisonner. Et c'était un trait qui me touchait beaucoup chez Emmanuel. Maintenant, il fait ses films, alors on travaille moins ensemble. C'était qu'il avait une grande passion pour les films populaires. Il avait vraiment pas le goût snob, et ça me plaisait beaucoup, quoi, qu'un universitaire puisse tomber amoureux de films très populaires, ça m'enchantait. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous fonctionnez presque en binôme. Quand on pense aux 4 noms qu'on vient d'évoquer, ces 4 compagnonnages, sur les 3 étapes principales du processus. Le côté scénario, ensuite en binôme encore sur le montage, en binôme avec le directeur de la photographie. Est-ce qu'il y a là aussi 3 Desplechin sur ces 3 étapes de fabrication d'un film? Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, l'écriture, le tournage, le montage? Est-ce qu'elles remplissent des fonctions différentes? Est-ce que vous êtes bien le même sur les 3? Non. C'est vraiment des métiers très différents. J'ajouterais même une quatrième étape du film. Vous savez, c'est le mot fameux de Truffaut qui disait il faut filmer contre ce qu'on a écrit et il faut monter contre ce qu'on a filmé. C'est très vrai. Il faut réinventer le récit. C'est ces 3 arts qui n'ont rien à voir. L'écriture n'a rien à voir avec le filmage, et le filmage n'a rien à voir avec le montage. C'est des arts qui sont séparés. Donc il faut réinventer une façon de raconter l'histoire. Il faut remettre tout en jeu à chaque fois. Et il y a une étape dont on parle très peu, qui est une étape qui est clé pour moi, et elle a été dès mes premiers films, mais je la chéris plus encore avec les années, c'est la préparation. C'est-à-dire ce moment de transition entre un objet écrit et comment est-ce qu'on va faire venir les idées. Comment est-ce qu'on va, comme disait Hitchcock, remplir la tapisserie. Vous voyez, de rajouter ces petits motifs, ces petits détails, ces minuscules corrections de texte, ces rimes visuelles, etc. Tout ça, ça s'établit pendant la préparation. Je rends hommage à une amie, Marion Dehaene, qui m'a assisté sur les 3 souvenirs à la réalisation, qui est un métier très peu connu, assistant réalisateur, et sur les fantômes d'Ismaël, et à qui je dois beaucoup. Et c'est tout ce moment où on nourrit le film. Et où à chaque fois, quand j'aborde la scène, je dis, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Vous voyez, j'écris des trucs parce que je sais que c'est du bon matériel. Je sais que les acteurs, ils vont dire ouais, bah, c'est bien, quoi. Parce que c'est violent, ces sentiments ambigus dont vous parliez. Vous voyez, je pense comme ça à une scène, si je peux me permettre de digresser encore. Vous voyez, c'est le début de l'écriture de Rois et Reines. C'est la première page que j'avais écrite. J'avais écrit comme ça cette lettre pleine de haine d'un père maudissant sa fille. Et c'était une lettre testamentaire, une lettre qui vient des morts, comme ça. Alors j'ai écrit ça très rapidement, un soir, et j'ai terminé, j'ai eu honte de ce que j'avais écrit. J'ai retourné la page, et je me suis dit, ça va pas du tout, c'est pas une bonne base pour un film, etc. Puis je l'ai retourné le lendemain, j'ai lu, j'ai dit, tous les acteurs, ils veulent jouer ça. C'est tellement violent que tous les acteurs me diront oui. Et alors je pense à Garrel, et c'est Maurice Garrel qui aura joué le rôle de façon admirable. Mais ce texte m'était totalement énigmatique. Qu'est-ce qui s'est passé entre le père et cette fille pour qu'on en arrive à un tel déferlement de haine? C'est quoi le mystère? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a raison dans cette histoire? Je n'en sais rien.
Je sais que c'est du bon matériel dramatique. Alors tout le travail de préparation avec les acteurs, avec la façon dont la scène a été filmée, avec la façon, etc., c'est tout ce qu'on a pu rajouter pour essayer de comprendre, et je crois avoir compris maintenant ce qui s'est passé, ce qui s'est joué entre ce père et cette fille, ce rapport incestueux que le père a avec sa fille, comment en la maudissant, il a... comme le roi Lear maudit sa fille, comment est-ce qu'il la marque comme une esclave, qu'il la brûle. Elle prend la lettre sur elle, et cette lettre la brûle et la marque, et il lui dit tu es mienne. Et cette malédiction, c'est un viol, c'est une scène de viol qu'on voit, d'une passion dévorante d'un homme pour sa fille. C'est une passion triste, et une passion plus que triste, extrêmement sombre. C'est une passion, évidemment, c'est l'amour qui vient nourrir ça, mais un amour qui est devenu, qui est interdit, qui est une transgression complète, quoi. Alors, c'est pendant la préparation qu'on arrive à nourrir de telles scènes et peu à peu à les comprendre pour pouvoir être serein sur le tournage. Sur le tournage, c'est pas difficile, je fais le clown parce que j'ai alors je suis, vous voyez, je suis moyen drôle, mais sur le tournage, je vous assure, je suis désopilant. Et c'est que j'ai une hantise, c'est que si les acteurs s'ennuient, les spectateurs vont s'ennuyer. Alors, il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Alors, il y a de la musique tout le temps sur mes plateaux, et voilà, je joue tous les rôles, j'essaye d'être bon compagnon, bon camarade, de les amuser, pour qu'ils s'amusent, qu'ils aient du plaisir. Et au montage, hélas, Laurence Briot doit rencontrer... Là, c'est la dépression. Là, c'est la mélancolie, vous voyez. Parce que le bébé est arrivé, c'est terrible. Ouais, mais non, parce qu'il faut tout réinventer encore, et puis on est épuisé. Et puis, vous voyez, on termine le film, et puis on se dit, on termine le film, et le dernier jour de tournage, on se dit, mon Dieu, j'ai filmé tout ça. Et j'arrive à la table de montage, et je me dis, mais je n'ai filmé que ça. Vous voyez, à ce moment-là, et alors la monteuse va me dire, mais non, c'est pas mal. Non, ça va pas du tout, etc. Alors, il faut réapprendre à tomber amoureux d'une façon du film et d'une façon différente. Et donc là, parce que pour un film comme Les Fantômes d'Ismaël, par exemple, qui fera 2h10 au final, vous avez tourné combien ? Combien de métrages, de pellicules ? Maintenant, on ne compte plus en pellicules, on compte en heures de... Oh, je fais pas mal de prises. Vous tournez énormément, beaucoup de prises. Ouais. Il y a énormément de matière à chaque fois. Ça dépend des films. Sur ce film-là, sur Les Fantômes, oui, il y a beaucoup de matière. Il y a vraiment beaucoup de matière. Mais plutôt beaucoup de prises. Il y a peu de scènes, ôtées. C'est vraiment très proche du scénario. Toutes les scènes sont condensées, vous voyez, pour que ce soit plus violent. Et donc j'enlève les petits détails pour me concentrer sur le centre de la scène. Mais on a eu pas mal de prises, pas mal, et puis il y a des choses assez savantes en variation d'axes, etc., qui faisaient qu'il y avait pas mal de matériel, beaucoup de façons de raconter la même histoire d'une façon différente. Alors j'ai lu quelque part, on vous demandait si vous étiez autoritaire, et vous répondiez oui. Vous vous souvenez pas de la réponse, hein ? Oui. Et j'espère doucement. Voilà. Ça vous campe un homme, non ? Oui, ça c'est un souvenir très fort, parce que j'avais un trac terrible sur le conte de Noël, parce que vous voyez, il y avait Roussillon qui était un ami et un homme de théâtre de génie et un très très grand acteur. Il y avait Deneuve, Chiara, Emmanuel, tout ça, j'étais très impressionné, quoi. Il y avait ces scènes de groupe avec tous ces acteurs ensemble. Et alors, on faisait ce que moi j'appelle, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, le blocking, la disposition des acteurs dans l'espace, quoi. Qui se lève à quel moment, comment on se déplace, etc. Et alors, on avait ces scènes de groupe, et alors, le premier jour, comme ça, on avait une scène de groupe, il fallait que j'aille vers Deneuve, et je lui disais, mais Catherine, est-ce que ça ne vous embête pas que je sois vous une seconde ? Elle me dit, mais je vous en prie, Arnaud. Et donc je jouais toute la scène en jouant son rôle, et chacun des acteurs jouait son propre rôle. Et après, j'allais vers Jean-Paul, et je disais, Jean-Paul, ça ne vous embête pas si je suis vous ? Il me dit, aucun problème. Et donc, et alors, quand je joue, je suis très histrionique. Dans la vie, non, et sur un plateau de cinéma, je le suis, pour ouvrir le jeu. Vous voyez, et que les acteurs, ils prennent ce qui les intéresse dans l'improvisation que je me permets de faire devant eux. Et donc, chacun des acteurs, je jouais son rôle, vous voyez, et quand j'avais joué tous les rôles, à ce moment-là, je leur rendais le bébé, et c'était à eux de prendre dans mes improvisations ce que j'avais pu faire qui les intéressait.
Arnaud Desplechin, c'est votre masterclass sur France Culture. Encore quelques minutes avant de passer le micro à nos amis du public. Cannes et vous, ouverture du festival cette année avec les fantômes d'Ismaël. Vous êtes né à Roubaix, mais le vous, réalisateur, est presque né à Cannes, je crois qu'on pourrait le dire. Dès 91, avec votre cours La vie des morts, le film est présenté à la Semaine de la critique. Et puis quasiment tous vos films. Comment je me suis disputée sera en compétition officielle. Esther Kahn, Un conte de Noël, Jimmy P. Il n'y a que 3 souvenirs de ma jeunesse qui a été... 3 souvenirs de ma jeunesse et L'Aimé, qui ont été montrés à Venise. Qui ont été montrés à Venise, mais qui sera aussi à la quinzaine des réalisateurs, 3 souvenirs de ma jeunesse. Non, pas du tout. Oui, si. Non, 3 souvenirs étaient chez Vintrope. Et non, c'était L'Aimé qui a été montré à Venise, où nous avons eu le prix du documentaire à Venise. Ouais. Voilà, les 3 souvenirs de ma jeunesse à la quinzaine des réalisateurs, à Venise, à Cannes toujours. Le fait d'aller aussi souvent là-bas, en tout cas d'y aller, peut-être pas chaque année, puisque vous ne faites pas un film tous les ans, mais est-ce que quand vous y êtes, vous arrivez à vous poser la question ou vous demander quelle est votre place dans le cinéma français aujourd'hui? Vous n'avez peut-être pas besoin d'être à Cannes pour vous la poser, en fait, mais... C'est un sentiment compliqué, parce que, voyez-vous, ça fait bête de dire ça au dernier moment, parce que vous allez dire, ah oui, mais vous auriez dû me dire ça en début d'entretien. Je n'ai pas l'impression que je fasse des films français, voyez-vous. Pourtant, je suis évidemment à l'étranger, je suis renvoyé à ça, mais mes références, c'est les films populaires américains, c'est le cinéma qui me nourrit. Donc je ne vois pas particulièrement comme français. Je me découvre français quand je montre mes films à l'étranger. Vous voyez, où on me regarde comme un réalisateur français, je me dis, ah bah tiens, oui, peut-être fait. Est-ce que je fais partie, pas partie? Est-ce que je suis à côté, au centre, au milieu? Je sais qu'à un moment, c'était Pascal Ferrand qui parlait du cinéma du milieu, comme ça, le terme ne me convenait pas. Non, j'y pense assez peu. Je sais, Cannes, à bien des égards, je suis un enfant de Gilles Jacob, bien sûr. Ma dette envers Jacob est immense, parce que ce qu'il a fait, c'est lui qui a permis que mes films soient vus dans le monde entier. Après, je sais que Cannes a été très important pour moi, mais Venise aussi beaucoup. Je pense à Marco Müller qui m'a invité par 2 fois, donc, et je sais que ça a vraiment sauvé Roi et Reine, qui est un film vraiment important pour moi. C'est le festival, c'est à Venise que tout s'est fait, quoi. Tout s'est joué là-bas sur un film où tout s'est très bien passé grâce à Venise. Et il y a un festival que j'aimerais bien mentionner, qui est peut-être celui qui m'est le plus cher, qui est le Festival de New York, le festival qui se passe au Lincoln Center, où j'étais invité, pas toujours, mais souvent, et qui est un endroit merveilleux, où la salle est merveilleuse, qui est un événement purement cinéphile, qui n'est pas un festival où on remet des prix, c'est un festival sans prix, et voilà, et le board du Lincoln Center dit voilà à peu près ce qu'on a vu cette année, et il y a une sélection de films. Alors quand vous faites partie de cette sélection de films, vous êtes infiniment heureux, et là j'ai l'impression de faire partie du cinéma international, pas du cinéma français. La question de la postérité, est-ce qu'elle se pose pour vous, peut-être déjà à travers vos films? Est-ce que vous y pensez, rester le cinéaste d'une génération, par exemple? Est-ce que vous aimeriez laisser cette trace-là, notamment avec Comment je me suis disputée, qui d'ailleurs pour moi est un film éminemment français, mais moi, je veux bien essayer de penser que c'est un film américain. Mais il est tellement cavélien, le film, que bien sûr qu'il est américain. Stanley le confirme, mais pardon, je vous ai interrompu. La postérité, non, je pense à une chose, mais sûrement, vous voyez, c'est évidemment que je n'y pense pas, et évidemment que je dois y penser, puisque il m'importe d'avoir restauré La vie des morts, la copie de Comment je me suis disputé que Éric Gauthier a éclairé, magnifique, la copie restaurée. Elle n'est pas encore sortie en DVD. Elle passe à la télévision, mais c'est la bonne copie, quoi. C'est une splendeur. La copie que j'ai fait avec Caroline Champetier de La Sentinelle est magnifique, plus belle que la copie cinéma. C'est-à-dire qu'il y a l'idée pour vous, quand vous dites voilà, faire restaurer aussi ce premier film, l'idée de faire œuvre à un moment? Enfin, c'est un peu les grands mots. Moi, je ne le vis pas comme ça. C'est que vous voyez, j'ai été éduqué par je vous parlais en début d'entretien de Douchet, par des gens qui ont connu Langlois. Donc pour eux, les copies, c'est pas important.
qu'une copie soit abîmée ou pas abîmée, c'est pas important. Et pour moi, dans mon rapport avec les jeunes cinéphiles, les jeunes gens que je rencontre, voilà, qui sont des jeunes gens pleins d'appétit pour le cinéma, etc., la question des copies est très très importante. Et là, pour moi, il y a un fossé des générations. Vous voyez, pendant très longtemps, ainsi, moi, je les ai vus en noir et blanc, les films, quand ils sont passés à la télévision, chez mes grands-parents, les Hitchcock, qui passaient l'après-midi, et je les voyais en version française, en noir et blanc. Et alors, je suis tombé amoureux de Marnie follement, cette femme frigide, comme ça, qui se fait violer par Sean Connery, et tout ça, je trouvais ça tellement troublant, sexuellement passionnant, etc. Et alors, j'avais vu Vertigo. Dès que je suis arrivé à Paris, j'ai essayé de voir Vertigo, qui était invisible à l'époque, puisqu'il y avait un problème avec le distributeur. J'ai réussi à avoir des copies, et je ne comprenais pas la passion de la nouvelle vague pour Vertigo, jusqu'à ce que je vois la copie restaurée. Et c'est quand j'ai vu la copie restaurée de Vertigo que j'ai vu ce que Truffaut avait pu voir dans le film. Mais la copie telle qu'on la connaît, vous voyez, Under Capricorn, par exemple, qui est un film d'Hitchcock totalement sous-estimé, c'est parce qu'en France, on n'a pas de bonne copie d'Under Capricorn. J'ai vu à la Bifi à Londres une copie neuve, puisque le film a été un échec complet. Donc la copie à Londres est parfaite, puisqu'elle n'est jamais projetée. Et donc j'ai vu une copie quasiment neuve des Amants du Capricorne, et le film est une splendeur. Ça m'importe que pour les jeunes générations, qu'ils aient accès à des bonnes copies, parce que je crois qu'avec Internet, avec les nouveaux supports, les nouvelles technologies, je crois très important que les gens aient accès à des œuvres. Voilà, je ne crois pas aux copies grises que Langlois pouvait montrer. Je crois beaucoup à la restauration des films. Arnaud Desplechin, vous en aurez fini avec le cinéma quand ? Je crois, c'est ma façon d'appréhender le monde. Vous voyez, c'est par ça que je me sens. Je pense, j'espère pouvoir tenir. Mais vous voyez, il a fait tellement de films. Vous me disiez, j'en avais honte à quel point mon rythme était. Je lambinais. Je pense aux images bouleversantes d'un cinéaste avec lequel j'ai pas tant de facilité que ça, qui est John Huston. Il y a des films de John Huston qui comptent beaucoup pour moi, mais enfin l'homme. Je sais pas. Je suis peut-être trop cahier du cinéma pour être complètement hustonien. Et je pense à The Dead. Vous voyez, Les gens de Dublin, qui est son dernier film, où son fils était assistant. Et il y a des images magnifiques de Huston qui avait la machine respiratoire sur le plateau et qui était en chaise roulante. À plus de 80 berges. Hein. Voilà. Et qui dirigeait The Dead et qui, à mon avis, est un de ses plus beaux films. C'est pas son plus beau film, il a fait des splendeurs, beaucoup de splendeurs. Mais enfin, en tout cas, c'est le film de lui que je préfère. Et vous voyez, il était en chaise roulante avec une machine respiratoire. Donc ça va, ça me laisse de la marge. Merci Arnaud Desplechin. Merci. Il y a un micro qui se balade dans la salle. Levez la main si quelqu'un a une question, monsieur. Bonjour, ça arrive. Bonjour. Oui, bonjour. Au début de votre entretien, vous avez parlé de l'art populaire, qui avaient été les premiers tournages que vous avez faits. Depuis, vous avez fait beaucoup d'autres œuvres. Aujourd'hui, l'art populaire, pour vous, par rapport à l'époque où vous avez commencé, c'est quoi ? Le fait que ce soit un art populaire, il y a toujours une tension. Il y a une tension, bien sûr, parce qu'à certains égards, par exemple, je ne sais pas faire. Je n'en ai pas de regret. Je sais que je ne sais pas faire des films pour tout le monde. Il y a un point où je suis très pointilleux, c'est je crois que je fais des films pour n'importe qui. Je crois que n'importe qui peut être touché par les films que je fais. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Je me suis rendu compte avec le temps, vous voyez que des films qui ont eu des vocations plus secrètes, comme Esther Kahn par exemple, parfois il m'arrive de rencontrer une jeune femme de 16 ans qui me dit « j'ai vu le film à la télé, ça a changé ma vie ». Et voilà, et je suis en province en train de montrer un film, et je me dis « bah tiens, Esther Kahn a parlé à cette jeune femme ». Voilà, je crois, c'est mon orgueil, c'est de faire des films pour n'importe qui, même si je ne sais pas faire des films pour tout le monde. Le cinéma populaire, il est marqué, populaire, c'est marqué pour moi par plusieurs traits, enfin surtout par un trait qui est ma passion pour le cinéma américain. Le cinéma américain
c'est une question aussi de génération. C'est quand je suis arrivé à Paris, il y avait tout ce nouvel Hollywood qui était foisonnant, de Joe Dante à Scorsese, à Coppola, enfin, la liste est sans fin, qui était virtuose et tellement novatrice, et que l'ancienne génération n'acceptait pas. Alors nous, on était très très choqués. C'est pour ça que l'école, l'IDEC, a été dissoute après. Si vous voulez, on recevait des gens tout à fait vénérables qui venaient nous donner des cours. Et alors on venait de voir Raging Bull et ils nous disaient « Ah oui, mais Scorsese, il ne s'est pas découpé ». Alors la conversation s'arrêtait, si vous voulez. Donc on disait, on sortait du cours, quoi. On disait voilà, on n'a plus de discussion possible, quoi. Voilà. Donc finalement ils ont fait la Fémis, c'était plus simple, quoi. C'était très tendu, quoi, à l'époque. C'était très tendu. Et plus tard, j'ai été très admiratif du cinéma populaire américain. Je peux penser à des films de super-héros qui comptent beaucoup pour moi. Je peux penser à tous ces genres, ce foisonnement d'inventivité et l'idée que dans un produit industriel, il reste de l'art. Ça me fascinait. Aujourd'hui, je le vis de façon beaucoup plus mélancolique parce que je vois à quel point Hollywood n'a plus cette puissance artistique. C'est-à-dire qu'il fabrique des objets. Alors il y en a quelques-uns, Nolan est l'un d'entre eux. Je pense à la dernière série des Batman qui est vraiment pas mauvaise. Mais sinon, on voyait tous ces films, les Avengers et les choses comme ça. C'est pas du tout respectueux pour le spectateur. Il y a rien, quoi. On est vraiment devant du vide. Et alors, ce qui me fascinait, c'était ce paradoxe américain. Comment dans des objets populaires, ils arrivaient pourtant à donner une voie artistique ou des pistes artistiques à les offrir aux spectateurs. Et ça aurait été l'objet de mon admiration. Mon admiration a changé aujourd'hui et je me sens plus attiré aujourd'hui par le cinéma chinois ou par le cinéma français que par le cinéma américain qui, à bien des égards, est indigent. Il ne reste que, si vous citez, je sais pas, les 20 réalisateurs importants en vie aujourd'hui, sur les 20, vous aurez au moins 7 noms américains. Hein. Tarantino est incontournable, Sofia Coppola est incontournable, enfin tous, la liste, Paul Thomas Anderson, la liste est vraiment longue. Mais c'est un cinéma qui est beaucoup plus malade, quoi. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est le moment où l'industrie réussissait à rejoindre l'art. Et aujourd'hui, c'est ce que le cinéma américain ne sait plus faire. Merci beaucoup. Bonjour, j'aurais deux questions. La première, c'est que vous avez terminé votre entretien en expliquant que le cinéma était une manière pour vous d'appréhender le monde. Moi, ce qui me frappe dans vos films, et c'est ma perception à moi, il y a une forme de halo brumeux. Souvent, c'est des personnages qui sont à la fois extrêmement intégrés dans la réalité, et vous en avez parlé, et en même temps en dehors de la réalité, dans le monde et en dehors du monde, notamment dans la manière de jouer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était, malgré vous, avec vous, quelque chose de volontaire dans votre manière de faire vos films? Quel est votre rapport un peu à cette perception-là? Et la deuxième question, c'était, est-ce que vous pourriez faire des films politiques? Est-ce que la question politique est une question qui vous intéresse? Est-ce que le matériau politique est quelque chose qui pour vous, est une chose romanesque? Voilà, quel est votre rapport aussi à cette question-là? Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps, puisque c'est la réponse que ça m'évoque. Sur le côté, en même temps, dans le monde et en dehors du monde, j'imagine que c'est des idiosyncrasies qui sont miennes et que je prête à mes personnages, ce côté un petit peu un pas dedans, un pas dehors. Sûrement que je me peins plus que je ne peux le savoir. Pourtant, vous voyez, je repense avec grande émotion à Serge Danet, non pas à des textes écrits, mais à des interventions à France Culture qu'il avait. Et je me souviens de sa voix racontant le trait suivant, et qui est ma position un petit peu par rapport au cinéma et ma façon de l'appréhender. Je répondrai à votre question sur la politique. Il racontait, il disait, vous voyez, cette histoire du cinéma, ça se joue très très jeune. Ça se joue dans la cour de récréation et ça se joue vers les 6-7 ans. Alors, je paraphrase et je transforme ce que dit Danet pour le rapprocher de moi. Bien sûr qu'il parlait de son homosexualité, qu'il parlait de cet enfant pauvre qu'il était, de la Bastille, etc. Il parlait, c'était une improvisation autobiographique. Et vous voyez, ceux qui aiment la vie, pour moi, ce que moi j'ai vécu à Roubaix, ils vont au théâtre. Ils vont au théâtre. Vous allez dans une file de spectateurs de théâtre, tout le monde se regarde.
Vous allez dans une file de cinéma, tout le monde a la tête baissée. Les cinémas, ils vont au théâtre, les gens sont ravis de se rencontrer, c'est un axe social, etc. Au cinéma, on attend le moment où on va être protégé, dans l'ombre, on va être protégé du monde. Alors, Truffaut l'articulait d'une autre façon encore. Il y a les gens qui pensent que la vie, c'est formidable, et puis il y a des gens qui trouvent que la vie, c'est un tout petit peu surévalué. C'est pas mal, mais c'est un peu surévalué. Voilà, ces gens-là préfèrent le cinéma. En tout cas, c'est ma façon d'aimer le cinéma. Donc, ce retrait du monde. Et alors, est-ce que c'est un retrait du monde? C'est pas un retrait du monde. Et là, Danet l'exprimait d'une façon qui m'a foudroyé. Il disait, il y a des gens qui sont dans la société, qui sont passionnés par la société. Et il disait, moi, citant Danet, très jeune, j'ai su que je refusais la société, mais le gain de ce refus de la société, c'est que j'acceptais le monde. Alors moi, je fais des films qui refusent la société, et j'espère que mes films acceptent le monde en contrepartie. Sur ce plan, je ne serais pas, je crois que je ne serais pas capable de faire un film politique. C'est très curieux parce que j'ai eu, de par mon âge, j'ai traversé des années politiques, j'ai eu un engagement politique très jeune. La politique continue à... Je suis intervenu quelquefois, rarement, avec difficulté, parce que je n'aime pas, me semble antidémocratique l'idée que les artistes aient un privilège, vous voyez, qui disent la vérité plus que, je ne sais pas moi, un syndicat de cheminots ou d'instituteurs ou d'infirmiers. Je ne vois pas pourquoi un artiste aurait plus raison qu'un syndicat, qu'une organisation professionnelle, une autre organisation professionnelle. Donc à chaque fois, je suis intervenu de manière discrète, et pourtant, par exemple, sur la question de l'étranger, qui est une question qui me hante, je pense aux 3 fois où je suis intervenu, sur la question des mariages mixtes, dans la question des sans-papiers. Je pense à l'occasion des camps de réfugiés dans le nord de la France. Je pense à l'affaire Leonarda, qui sont les 3 fois où je suis intervenu. Est-ce que je saurais mettre ça dans mes films? Peut-être que mes films, et c'est un défaut, refusent trop la société pour arriver à y tenir un discours politique. Voilà, c'est la position inconfortable dans laquelle je me tiens. C'est comme personne, la politique me passionne, et comme artiste, je ne sais pas la faire entrer dans mes films. J'espère la faire entrer par les biais. Je crois qu'à cet égard, Jimmy P est très certainement le film le plus politique que j'ai fait. C'est un film sur l'Amérique, c'est un film européen, profondément européen. C'est un film sur des gens qui ne sont pas américains, l'un parce qu'il est natif américain, l'autre parce qu'il est juif d'Europe de l'Est et qu'il se fait passer pour français. Et ces deux-là s'inventent un territoire dans lequel ils vont habiter, qui sera l'Amérique. Et cette invention d'un pays, de 2 personnes qui sont des exclus de la société, cette amitié qui peut naître entre eux, voilà, ça, c'est le maximum pour moi. C'est ce que je sais faire. Mais vous voyez, c'est très codé, c'est très... faut le décoder pour y arriver. Je pense par 2 fois dans Rois et Reines et dans 3 souvenirs de ma jeunesse, l'inscription du visage africain dans les films m'importe au plus haut point. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Je ne sais pas la faire autrement. C'était une très bonne question et j'ai bien aimé la réponse aussi. Peut-être je vous la repiquerai un jour, si vous permettez. Bien. Merci. Merci 1000 fois à vous. Merci beaucoup. Merci.